Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une semaine qui est marquée par, entre autres, les résultats des grandes entreprises européennes et américaines. Côté européen, on notera aujourd'hui les bonnes publication d'ASML dans le secteur des semi-conducteurs, les équipements pour la fabrication des semi-conducteurs. ASML, le néerlandais, a publié d'excellents résultats pour son troisième trimestre avec des profits qui sont supérieurs aux attentes et des perspectives qui restent plutôt stables selon le discours tenu par le management d'ASML qui confirme d'ailleurs ses prévisions financières pour le reste de son exercice, indiquant au passage que les dernières restrictions américaines sur certains composants technologiques vis-à-vis de la Chine n'impactent pas pour l'instant l'activité d'ASML. On notera que le titre ASML rebondit assez nettement aujourd'hui après avoir marqué des plus bas au cours des dernières séances. Et puis dans un autre secteur, celui de la grande consommation, on voit là aussi que l'activité reste résiliente et que l'ajustement à la hausse des prix peut se faire sans douleur pour l'activité d'un groupe comme Nestlé. Aujourd'hui, on avait déjà vu PepsiCo aux États-Unis qui avait relevé ses objectifs pour l'ensemble de son exercice. C'est le cas également pour Nestlé qui vise une croissance organique désormais autour de 8% pour cette année 2022, ce qui serait le rythme de croissance le plus fort pour un groupe comme Nestlé depuis au moins une décennie. Voilà donc pour les grandes publications du jour. On suivra Tesla ce soir après bourse sur le marché américain, après les résultats de Netflix hier soir, qui ont rassuré là aussi après avoir perdu des abonnés pendant les 2 derniers trimestres. Netflix est reparti à la conquête avec 2,4 millions de nouveaux abonnés qui ont contracté un abonnement Netflix au cours du trimestre écoulé. Là aussi, la réaction de marché est assez violente puisque le titre Netflix est annoncé en hausse de plus de 10% à l'ouverture du marché américain cet après-midi. Côté macroéconomique, sans surprise, l'inflation au Royaume-Uni atteint les 10% et dépasse même symboliquement le seuil des 10% sur un an. 10,1% d'inflation, c'est la marque qui a été publiée ce matin pour le Royaume-Uni au mois de septembre, avec une inflation sous-jacente qui progresse encore de 0,6% d'un mois sur l'autre et qui atteint désormais 6,5% sur un an. On notera également que la deuxième estimation d'inflation pour la zone euro permet une légère révision à la baisse. On passe de 10 à 9,9% pour l'inflation globale en zone euro sur un an en deuxième lecture, ce qui ne change absolument rien à la big picture, à la toile de fond inflationniste en Europe, puisque l'inflation sous-jacente en zone euro avoisine toujours les 5% sur un an, ce qui est évidemment un niveau inacceptable pour une banque centrale comme la Banque Centrale Européenne. Et puis nous parlerons stratégie d'investissement avec deux invités qui vont se succéder dans cette émission. Géraldine Sundström de PIMCO qui sera avec nous en visioconférence dans quelques instants et Alice Ducrot, gérante chez Bordier et compagnie à Paris, qui nous accompagnera en plateau pendant cette demi-heure. Et c'est d'abord Géraldine Sundström qui est avec nous en visioconférence depuis Londres, managing director et gestionnaire de portefeuille chez PIMCO. Bonjour et bienvenue Géraldine. Merci beaucoup d'être avec nous. À quoi faut-il se préparer sur le plan macro pour les prochains mois? C'est la question, avec une crise inflationniste pending, une crise économique peut-être demain, une crise géopolitique évidemment d'une intensité qu'on n'a pas connue depuis plusieurs années. Est-ce que d'ailleurs, du point de vue des marchés, on atteint un pic de la peur en cette fin d'année 2022, Géraldine? Bonjour Grégoire. Oui, la liste des choses auxquelles on peut regarder et s'inquiéter est très longue. Je pense que si on essaye de regarder un peu sur les bonnes nouvelles, il commence à y avoir des petites choses qui arrivent à la marge, mais c'est clair qu'on n'a pas encore la masse critique de bonnes nouvelles pour apaiser les marchés, d'autant plus qu'on arrive en fin d'année dans les moments où la liquidité sur les marchés est généralement moins importante et on peut voir des mouvements de prix plus grands pour de petits volumes. Alors si on regarde
du côté des bonnes nouvelles, puisqu'essayons de remettre un peu le sourire, je pense qu'on voit déjà des biens de consommation dont les prix commencent à diminuer, le prix des matières premières qui commence à rediminuer, notamment les prix du gaz en Europe, et puis aussi les prix du transport, notamment le transport maritime qui est revenu quasiment au prix d'avant la pandémie. Donc on commence à voir un peu la lumière au bout du tunnel en termes de peur autour de ce qui est de l'inflation. Et puis si on regarde la guerre en Ukraine, on pourrait dire que Poutine est plutôt dans une situation de repli qu'autre chose. Donc il y a peut-être moyen de regarder les choses de manière positive, mais on n'a sûrement pas encore la masse critique pour que la volatilité redescende. Sur le front de l'inflation, Géraldine, est-ce qu'on est, si on prend évidemment la Réserve fédérale américaine comme référence et son cycle de normalisation de monétaire, est-ce qu'on est dans le fine-tuning final du point de vue de l'anticipation du taux terminal, par exemple, de la Réserve fédérale américaine, qui ne cesse de progresser, qui avoisine désormais les 5%, en tout cas dans les anticipations de marché? Est-ce que c'est l'ajustement final qui se fait, ou est-ce qu'il y a encore un risque d'avoir une nouvelle marche à la hausse de ce point de vue-là? Alors là où on dirait qu'on arrive dans des zones où... Enfin, du moment les anticipations de marché jusqu'à mars 2023, c'est là où le marché voit les taux arriver au pic, je pense que c'est relativement raisonnable. En revanche, il peut y avoir encore de mauvaises surprises. C'est sûr que le chiffre de l'inflation américaine, le problème n'est plus les biens de consommation, mais les services. Et au niveau des services, il y a vraiment de l'inertie à ce niveau-là. On voit aussi les salaires qui continuent un petit peu d'augmenter. Donc la question est vraiment là. C'est cette partie relativement inerte et qui est plutôt regardée dans le rétroviseur plutôt que de regarder de l'avant, et encore beaucoup trop élevée. Mais il y a tout un tas d'indicateurs au niveau du prix, par exemple, des vêtements, le prix du transport qu'on a déjà mentionné, le prix de l'essence qui commence à rediminuer. Donc c'est un peu cette bataille entre Goliath et David et vraiment lequel va remporter la bataille. Le plus le prix des matières premières redescend, le plus la situation en Ukraine pourrait s'apaiser d'ici la fin de l'année. Les meilleures sont les chances, mais sûrement la Fed aux alentours de 4,5-5%, ça devrait être le pic. On discute encore assez peu de ce qui se passera une fois que la Fed aura atteint ce taux terminal. La stratégie qui a été signalée jusqu'à présent, c'est l'idée de higher for longer. C'est-à-dire qu'on maintiendrait quand même un niveau de restriction monétaire pendant assez longtemps par rapport au cycle précédent, aux références qu'on peut avoir en tête. Est-ce que c'est une vision que vous partagez aujourd'hui, Géraldine ? Alors, il faut regarder un peu la structure des emprunts dans une économie. Et aux États-Unis, tout comme en France ou en Europe continentale, les gens ont tendance à s'endetter à des taux fixes. Donc, c'est sûr que ça mord avec vraiment beaucoup de décalage. Donc il est possible que la Fed doive maintenir les taux relativement élevés pendant toute l'année 2023. Il y a d'autres économies comme en Australie ou au Canada où les gens ont tendance à emprunter à taux variable. Et là, la douleur vient très très vite. Et on commence déjà à avoir des cracks assez importants au niveau du marché de l'immobilier, des choses comme ça. Donc tout va dépendre à quel moment ce tour de vis commence vraiment à faire mal aux États-Unis. On n'en voit pas vraiment encore l'impact. Ça c'est certain. On ne voit pas de délinquance au niveau des cartes de crédit, tout un tas de choses comme ça qui seraient les signes avant-coureurs. Donc là où les banques centrales qui risquent d'être les pionnières pour couper les taux d'intérêt, il faudrait plutôt regarder dans la zone dollar, mais plutôt Australie, Canada ou Nouvelle-Zélande. L'Australie, la Banque d'Australie, qui a déjà réduit un petit peu le quantum de sa dernière hausse de taux, ce qui avait été déjà un petit signal dovish pour les investisseurs globaux. Sur le sujet de la stabilité financière, Géraldine, vous le disiez, on entre dans une période de l'année où, de manière saisonnière, la liquidité des marchés est un peu moins importante, d'autant qu'on a quand même en quelques mois un choc monétaire sans précédent sur l'ensemble de la planète, et qu'on a évidemment sous nos yeux encore l'exemple de la crise britannique qui a été d'une violence et d'une ampleur sans précédent. Est-ce que cette crise britannique d'ailleurs peut rester un cas unique dans le paysage global, ou est-ce que c'est un risque de liquidité, un risque de collatéral qu'on peut retrouver ailleurs, dans d'autres marchés, sur d'autres pays ? Alors c'est très difficile, on a passé vraiment des années avec des taux négatifs ou très proches de zéro. Il y a sûrement des bulles avec pas mal d'effets de levier que l'on découvre au fur et à mesure que les taux d'intérêt montent.
Et c'est un petit peu des surprises. On ouvre des placards et on trouve ce genre de surprises. Donc on aurait tendance à penser que la situation anglaise est relativement unique, surtout au niveau des fonds de pension. On ne s'attend pas au même genre de situation ailleurs, mais c'est très difficile de savoir à l'avance où vont être les zones à risque. On sait très bien qu'il y a des choses comme les levered loans aux États-Unis ou des choses dans le private lending à voir. Mais c'est clair que c'est un moment où il ne faut pas être un héros. Ça ne sert à rien d'être le premier. Et je crois que observer les choses dans cette fin d'année, garder de la poudre au sec, et puis peut-être être plus enclin à commencer les choses dans un certain ordre, c'est-à-dire que retourner vers l'obligataire et puis ensuite se poser la question sur des choses plus risquées dans le crédit et puis ensuite dans les equities, dans les actions. C'est-à-dire c'est une séquence qui est typique quand on rentre dans une période de crise. Et là, si personne n'est prêt à se dire, voilà, on va acheter de l'obligataire gouvernemental et ça y est, on a vu le pic des taux, ben c'est très difficile de valoriser le reste des classes d'actifs. On a la conviction que l'obligataire, évidemment, c'est le playbook traditionnel, l'obligataire serait une bonne protection en cas de récession ou de crise économique, Géraldine, parce que se pose la question quand même de l'inertie et de la persistance de l'inflation. Et on voit bien que les banques centrales sont prêtes à... Je ne peux pas vous entendre. Je dis les banques centrales sont prêtes à continuer à monter les taux, y compris quand elles entrent en territoire de récession. Est-ce que, conformément au playbook historique, l'obligataire serait une bonne protection dans le cas d'une crise économique dans les prochains mois? Est-ce que ça peut jouer à nouveau ce rôle refuge qu'on a déjà vu effectivement dans le passé? On pense que véritablement oui. La question est quand, mais je pense qu'on est plutôt dans une situation où il s'agit de quelques semaines, voire quelques mois, plutôt que trimestres. Donc, on s'attend à cette décorrélation entre le prix de l'obligataire et des actions, d'autant plus que cette récession, on l'attend pour le dernier trimestre de l'année 2022, le premier trimestre de l'année 2023, et puis on s'attend aussi à ce que l'inflation commence à retomber. Donc quand on aura vu le pic de cette inflation, il y a des chances que la manière de balancer un portefeuille redevienne un peu plus facile. Merci beaucoup Géraldine, merci pour cet éclairage depuis Londres. Géraldine Sundström qui était avec nous en visioconférence, Managing Director et gestionnaire de portefeuille chez PIMCO. Et c'est à présent Alice Ducrot qui est à mes côtés en plateau, gérante chez Bordier et compagnie à Paris. Bonjour Alice. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Bon, un commentaire après la discussion qu'on avait avec Géraldine. Vous êtes plutôt vers à moitié vide, vers à moitié plein. À quel type de choc est-ce que les marchés, les investisseurs se sont préparés en cette fin d'année 2022 ? Vers à moitié plein. Ouais. Ouais, par nature. Trop de mauvaises nouvelles tuent les mauvaises nouvelles. Il est temps de regarder un peu devant. Mais ce serait facile à dire. C'est assez consensuel et c'est quand même dans le marché d'être complètement déprimé et au bout du rouleau. Je crois qu'il ne faut pas lâcher. Nous, chez Bordier, on est des investisseurs de long terme. Évidemment, on va avoir une appréciation de la macro très fine, enfin le plus fin possible, de manière à pouvoir regarder quel curseur surveiller. Et aujourd'hui, nous les avons identifiés. Clairement, c'est le rythme de relevé de taux de la Fed, le pivot, et puis les chiffres macro sur l'emploi et sur l'inflation. Donc ça, on le surveille très attentivement. Maintenant, là, on est sur quelques jours de hausse qui sont alimentés au final par des éléments qui ne sont pas très, très structurels. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus sauter au plafond. Mais en revanche, ce qu'on voit sur la réalité microéconomique, et c'est ce que l'on va proposer à nos clients, c'est d'investir sur des entreprises qui ont un potentiel de croissance en fait à travers des méga-trends ou aussi simplement sur des retournements ou des stratégies d'entreprise spécifiques. On voit que sur des bons résultats, les entreprises rebondissent et aussi que les résultats sont bons. Ouais. On le voyait avec ASML, vous en parliez au début ce matin notamment. Oui, on pourrait y revenir, mais effectivement, on sent qu'il y a encore... Alors, il y a beaucoup d'effets d'inertie aussi, mais on sent qu'il y a un décalage entre ce que voient les économistes qui sont effectivement très déprimés aujourd'hui
Et ce que disent les entreprises, avec beaucoup de prudence, évidemment, on sent bien que les entreprises sont prudentes sur leurs perspectives. Elles ont conscience quand même de l'environnement qui les entoure. Mais du point de vue opérationnel, il y a des warnings ici et là. Bien sûr, il y en aurait à moins dans un contexte qui est quand même très compliqué aujourd'hui. Mais globalement, effectivement, l'activité tient le choc. Après... Ouais. C'est pas juste un an de crise, hein. C'est ce qu'on se disait avant d'entrer en plateau. Ça fait 3 ans que c'est comme ça. Oui, alors en fait, je pense que le Covid, c'était évidemment tout à fait exceptionnel. Et en fait, les conséquences de Covid, notamment sur les supply chains qui ont été... disons, encore plus bouleversés par la situation géopolitique Ukraine-Russie, mais aussi par le retour des tensions entre les États-Unis et la Chine qui sont plus business friendly. Enfin, clairement, aujourd'hui, on a des sujets de souveraineté, mais qui sont aussi créatrices d'opportunités. Après, quand on a une macroéconomie déprimée, et là, c'est aussi un petit peu artificiel parce que c'est aussi la hausse des taux pour lutter contre l'inflation qui fait que la macroéconomie va ralentir. Mais en fait, dans cette macro, on a toujours en fait des secteurs et des entreprises qui sont capables de s'adapter. Ouais. Et on a vu les chiffres de LVMH étaient impressionnants la semaine dernière. Et quelque part, Covid a permis de renforcer cette capacité de manœuvrer son business model en fonction de la conjoncture. Et là, avec l'année qu'on est en train de vivre, ça se répète. Et sur les entreprises qui ont du pricing power, on voit aussi en fait qu'elles ont la capacité de relever leur chiffre d'affaires. Il ne faut pas sous-estimer cette capacité d'adaptation des entreprises, surtout après ce qu'elles ont déjà traversé. Le concept qui est mis en avant par les investisseurs aujourd'hui, c'est le concept de résilience. Alors, c'est un mot un peu fourre-tout, mais oui, cette crise Covid a quand même permis de mettre les questions de résilience au cœur de la stratégie des grandes entreprises globalisées. Et ça porte ses fruits aussi dans un moment compliqué comme celui-là. Oui, absolument. Donc les entreprises peuvent s'adapter et en fait c'est aussi leur modèle de s'adapter. Je veux dire, une entreprise qui ne change pas de vision et qui ne remet pas en question sa stratégie dans un monde qui... Bon, depuis 3 ans, c'est exceptionnel, mais de toute façon, on a eu quand même la vague de fond de la digitalisation. Et aujourd'hui, nous avons la transition énergétique qui vient rajouter, en fait, des contraintes, mais aussi des opportunités. Parce qu'il y a toutes les entreprises un peu globales qui, aujourd'hui, subissent aussi la fermeture relative de la Chine, avec toujours cette volonté réitérée lors du début du congrès d'être sur du zéro Covid. Donc, on a le cas de la Chine en tant que marché moteur qui est un peu éteint. LVMH, là, par exemple, a profité de la vigueur du dollar et de l'acheteur, du consommateur américain. Du touriste américain, même en Europe. Américain, on l'a vu. Les Américains à Paris, beaucoup. Après, il y a aussi d'autres entreprises, en fait, qui bénéficient... quelque part du nouveau paradigme, dans le sens où aujourd'hui l'Europe doit repenser sa stratégie d'approvisionnement en matières premières. Alors c'est sur les matières premières, disons, classiques, donc notamment évidemment le gaz. Et là, il y a des entreprises qui sont positionnées, je pense par exemple à GTT qui fait partie de notre liste de titres recommandés qu'on achète pour nos clients. C'est des entreprises qui ont fait une année exceptionnelle parce qu'elles sont dans... la bonne stratégie. Et en plus, là aussi, on a une entreprise, typiquement GTT, j'insiste, parce que c'est un modèle qui est vraiment intelligent, c'est de la tech adaptée aux matières premières. On rappelle, les membranes pour les méthaniers, c'est ça, donc une technologie à peu près unique au monde, en tout cas dans cette ampleur-là, et ils sont au cœur du transport du gaz naturel liquéfié, pour dire les choses. Ils équipent tous les grands méthaniers sortant des chantiers navals coréens ou autres. Absolument, ils équipent donc les membranes de cryogénisation pour transporter le GNL. Aujourd'hui, sachant qu'il y a des sujets aussi d'infrastructure dans les différents ports pour accueillir le GNL, même s'il y a d'autres plays à faire, je pense par exemple à une société qui s'appelle Cheniere aux US, en fait GNL va développer des unités de regasification sur les méthaniers. Et là où ils continuent à innover, je pense que vraiment il faut sélectionner des entreprises qui ont cette capacité à investir dans la R&D, c'est très important dans le monde dans lequel on vit. Ils vont aussi développer des solutions d'hydrogénier.
donc pour le transport de l'hydrogène. Ouais, ouais. Qui s'adapte à un monde qui est vraiment vecteur d'opportunités aussi, malgré une crise qui nous affecte tous et qui est difficile pour les investisseurs, avec quand même des marchés qui sont très compliqués. Mais voilà, la question c'est à quel moment on réinvestit. C'est la question. Bien sûr, mais on y reviendra, il nous reste quelques minutes, mais ça m'intéresse beaucoup cette idée de souveraineté, donc qu'on applique effectivement à la thématique énergétique. La souveraineté, c'est aussi un enjeu technologique. Aujourd'hui, vous évoquiez ASML tout à l'heure. Qu'est-ce qui rassure dans la publication et dans les messages envoyés par ASML, donc acteur néerlandais, européen, de la chaîne des semi-conducteurs, très en amont, puisqu'il produit des machines de lithographie qui sont uniques au monde, là aussi, pour permettre justement aux fabricants de chips, de semi-conducteurs, de produire justement les substrats et les chips nécessaires. Ils ont une position de leadership unique au monde, et ils se retrouvent en même temps dans une bataille technologique entre les États-Unis, la Chine et peut-être l'Europe aussi dans une moindre mesure. Oui, alors c'est sûr que l'industrie, là, au moment où on parle des semi-conducteurs, elle est perturbée par les tensions entre la Chine et les États-Unis. Effectivement, il faut avoir sa propre chaîne de valeur dans ces industries qui étaient en fait vraiment le fruit de la globalisation. Enfin, c'était une chaîne qui était très transverse entre les États-Unis, un peu l'Europe, avec des players incontournables, comme vous le disiez, comme ASML, et puis la Chine. Aujourd'hui, chaque zone a envie d'avoir sa propre technologie, c'est une question de souveraineté. Donc, et en parallèle, il y a le méga trend en fait de la digitalisation de toute l'économie qui passe par les semi-conducteurs qui sont une nouvelle matière première. Et en lame de fond, il y a un autre sujet, c'est le sujet des terres rares, donc d'aller s'approvisionner, là encore, en matières premières pour pouvoir fournir les constructeurs de semis. Mais ASML, qui donc, pour rappel, nous l'avions recommandé chez Bordier en 2013, ça va faire 9 ans, elle valait 70 €. Aujourd'hui, elle est à 425, là, elle prenait 7 à l'ouverture, mais elle est encore en baisse de 40% depuis le début de l'année. Aujourd'hui, pour nous, pour nos clients qui sont donc des investisseurs de long terme, le rebond du marché action qui se fera certainement quand l'inflation sera sous contrôle, et ça va finir quand même par arriver, on voit bien que les chaînes sont un peu en ralentissement, on a des points d'entrée sur des entreprises que nous n'avions pas vues depuis plusieurs années. Donc je pense que la peur est mauvaise conseillère, il faut rester constructif, et le pire risque qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est de manquer d'imagination et d'audace tout en restant prudent. Mais oui, c'est ça la question. Est-ce qu'on peut avoir, pour un groupe comme ASML, encore une fois, et qui concentre beaucoup de challenges, avec une régionalisation technologique du monde, entre la Chine et les États-Unis et l'Europe, pour faire simple, est-ce qu'on peut avoir les mêmes perspectives pour ce groupe-là que celles qu'on avait en 2013, quand on est rentré sur le dossier à 60 € à l'époque ? Ça n'a rien à voir. La CAPI a explosé. C'est une entreprise qui a bénéficié de ce trend, mais qui est encore très important. Enfin, on le voit bien dans l'électrification des véhicules. On a eu le salon de l'auto. Toutes les voitures vont y passer. Et là, je ne parle que d'un secteur. Donc, continue à avoir une bonne visibilité pour ce type d'entreprise qui, en plus, s'est taillé une part incontournable sur un marché incontournable. Dans un autre secteur que je citais en introduction, mais là aussi, alors ça permet en plus de mettre en avant Nestlé, une société suisse pour une maison comme Bordier. Mais PepsiCo, déjà il y a quelques jours, a relevé ses objectifs. Donc évidemment, on a l'œil sur les entreprises qui sont capables de relever leurs prévisions financières dans ce contexte. Dans le domaine de la grande consommation, là, visiblement, les groupes, je ne dis pas qu'ils sont dans un sweet spot, mais ils arrivent à bien gérer la situation inflationniste jusqu'à présent. Oui, jusqu'ici, les publications microéconomiques sont assez rassurantes, et pour nous, ce type de valeurs, c'est des valeurs un peu de fonds de portefeuille. Voilà. Après, dans le monde agroalimentaire, puisqu'il est question de ça, il y a aussi un secteur structurel d'investissement qu'on regarde avec attention, c'est tout ce qui est lié à l'agritech. Donc, en fait, comment participer de la transition énergétique en optimisant les ressources, que ce soit sur l'électricité, mais aussi sur l'eau. Et donc là, en l'occurrence, on a un titre dans notre liste sélection de valeurs recommandées qui s'appelle Deere, John Deere. Vous connaissez certainement. C'est les machines agricoles, c'est les tracteurs. Oui, on en a tous su. Ouais. Donc tracteurs intelligents qui aujourd'hui, ils ont
déployé beaucoup d'innovations aussi à travers une digitalisation qui permet de piloter à distance en fait leurs machines-outils et qui permet d'optimiser les rendements, l'utilisation de fertilisants et de faire aussi des économies d'énergie sur les différentes matières premières qui sont nécessaires à la production d'une denrée qui est aussi essentielle. Et là aussi, l'accent a été mis sur cette nécessité. Depuis le conflit russo-ukrainien, on sait tous que l'Ukraine était un grand exportateur. Un grenier, voilà. Donc, thématique structurelle d'investissement, revenir progressivement sur des points d'entrée qui sont très attractifs. Oui, c'est ça. On ne manque pas d'idées. On peut même avoir des fortes convictions aujourd'hui, malgré une période aussi troublée que celle qu'on traverse. Reste la question du timing, Alice. Alors, vous le disiez en introduction, effectivement, et depuis quelques jours, depuis le début du mois d'octobre, on a vu quand même les indices actions revenir sur des niveaux, des points bas très importants, des niveaux techniques très importants. Mais à chaque fois, les marchés ont rebondi d'une certaine manière. En tout cas, on n'a jamais vu les marchés remettre une pièce dans la baisse à partir de certains niveaux très bas qui ont pu être atteints encore ces dernières semaines. Ce qui donne d'ailleurs parfois des mouvements très spectaculaires au sein d'une même séance. On a des renversements de tendance quasi historiques pour des grands indices comme le S&P américain. Qu'est-ce que ça nous dit de l'état d'esprit des investisseurs là, sur cette partie action notamment ? Moi, je ne dis pas, là, aujourd'hui, on est sur le point bas. En revanche, on a des points d'entrée intéressants. On pense que tant que la macroéconomie sera dégradée et les chiffres restent mauvais, on le voit quand il y a un chiffre de l'inflation qui est supérieur aux attentes, le marché est vraiment orienté à la baisse. Donc, la tendance de fond est plutôt baissière. En revanche, quand nous ne sommes pas des investisseurs uniquement actions. Et là, notre travail aussi, c'est notre travail d'allocataire, c'est-à-dire qu'il y avait l'effet TINA. L'acronyme There is no alternative aux actions parce que les taux étaient super bas. Maintenant, il y a l'acronyme TARA, donc There are reasonable alternatives. Donc, on peut aller sur du crédit, l'investment grade européen, par exemple, qui commence à avoir un rendement intéressant pour des durations qui sont assez courtes. Donc, on a cette alternative-là. Et donc, on peut redéployer notre cash. Aujourd'hui, en même temps, être prudent et conserver ses liquidités de manière à pouvoir revenir doucement sur différents types d'actifs et toujours ce principe de diversification sectorielle, géographique et même au sein d'un même secteur, on voit des disparités de performance. Je pense par exemple dans le luxe, qui sont importantes. Donc, avoir une gestion active et passer par un stock picking, fund picking et aujourd'hui à nouveau band picking réactif et opportuniste, ça reprend tout son sens. Alors qu'avant, c'est vrai qu'on pouvait acheter un indice et puis laisser dormir, quoi. Oui, c'était difficile de battre un ETF S&P 500 au cours des dernières années. Ce sera peut-être différent dans le nouveau monde. On l'espère. C'est là où est notre manière valeur ajoutée, d'investir qui va être très différente de ce point de vue-là. Exactement. Les paramètres ont changé. Il faut s'adapter en permanence. Comme une entreprise s'adapte aux paramètres d'un nouveau monde, et nous, en tant qu'investisseurs, on s'adapte à de nouveaux paramètres économico-financiers. Merci beaucoup Alice. Merci d'avoir été avec nous en plateau pour cette demi-heure. Gérante chez Bordier et compagnie à Paris qui nous accompagnait dans Smart Bourse à la mi-journée. Voilà pour cette édition. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart. Identifiez, analysez, planifiez, tradez. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.